Good Morning Business, le grand entretien. Notre grand entretien à 8h19, c'est Gaspard Koenig. Bonjour, philosophe, essayiste, auteur d'Humus. Humus qui vient de recevoir le prix Jean Giono 2023. Vous avez failli avoir le Goncourt à un cheveu. Alors dites-nous tout. Est-ce que vraiment vous racontez notre vie à nous, la vie de BFM Business, la vie des entrepreneurs qu'on reçoit? Est-ce que vous avez écouté les replays, les podcasts très intensément avant d'écrire Humus? J'ai écouté plein de choses parce que Humus écrit aussi la vie des néo-ruraux et la vie des vers de terre. Mais en tout cas, pour faire ce roman, je me suis beaucoup documenté. Je me suis documenté sur les vers de terre, je me suis documenté en économie, effectivement, je me suis documenté en droit, parce qu'il y a des histoires de... Je voulais faire un roman très réaliste, un roman qui soit un roman d'apprentissage du XXIe siècle, de notre époque. Et quand on fait un roman d'apprentissage aujourd'hui, on prend deux jeunes gens qui ont des grands idéaux. Alors aujourd'hui, les grands idéaux, c'est moins la gloire militaire que sauver la planète. Et donc ils ont fait l'agro, vos deux étudiants, Arthur et Kevin. Exactement, les deux ont fait AgroParisTech, et je pense que les ingénieurs agronomes, c'est un peu les HEC de demain. Il y a des modes de grandes écoles. Après la guerre, il fallait faire l'ENA, ensuite il fallait faire HEC. Je pense que demain, les stars, c'est les ingénieurs agronomes, c'est ceux dont on aura besoin. Ouais. Alors vous racontez justement les parcours de vie, de première année de vie active de ces deux étudiants. L'un qui fait le retour à la terre avec une ferme qu'il veut la ferme de son grand-père, qu'il veut réactiver en fait avec des procédés naturels, et puis l'autre qui lance une start-up un peu malgré lui quand même, mais qui se lance dans une start-up qui va voir la BPI, qui va voir les fonds d'investissement, il est financé par Sequoia Capital. Bref, il y a tout ce qu'effectivement, comme Laure le dit, on vit tous les jours avec les étudiants, entrepreneurs qu'on reçoit, qui veulent tout changer le monde. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous racontez tout ça, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'écosystème, c'est très instructif, et en même temps il y a une forme de critique en fait de cet écosystème, de ses travers, de ses tics, de ses contraintes quelque part. Oui, d'ailleurs la partenaire d'affaires de mon héros Kevin, Philippine, est inspirée d'Elizabeth Holmes, la fondatrice de Theranos, à qui je donne même ses caractéristiques physiques, le fait qu'elle cligne pas des yeux, qu'elle regarde les gens. Et qui est un escroc. Effectivement, qui effectivement a été auteur d'une gigantesque fraude, qui est maintenant en prison, qui a une vie en danger. Ce que je voulais montrer, c'est que tous ces entrepreneurs, disrupteurs, au fond, souvent adoptent un langage extrêmement grégaire, extrêmement stéréotypé, en donnant tous les mots-clés qu'on attend d'eux, et que par ailleurs, le capitalisme contemporain, peut-être à la différence de celui d'il y a 20-30 ans, fonctionne vraiment en racontant des histoires. C'est plus du tout l'homme économique rationnel qui analyse des bilans comptables, c'est celui qui raconte la meilleure histoire pour lever des fonds, qui donne la meilleure image, qui n'est même plus soumis à l'exigence de rentabilité, puisqu'on est capable de financer des entreprises qui perdent de l'argent, qui finissent d'ailleurs par s'écrouler, type WeWork, mais enfin ça met quand même un certain temps. Et donc c'est cette irrationalité-là qu'il était important de montrer, pas forcément pour la dénoncer, mais pour la montrer, pour l'exposer. Dans le livre, j'expose beaucoup de milieux différents, les néo-ruraux, les villages normands, et puis aussi, effectivement, Sequoia Capital et les startups parisiennes, sans jugement, mais simplement en essayant d'être aussi exact que possible. Et comme mes deux héros ne connaissent pas les mondes respectifs dans lesquels ils sont plongés, eh bien, ce sont un peu des candides, et ça permet effectivement d'exercer le sarcasme. Mais est-ce que justement vous avez l'impression que ces entrepreneurs qu'on reçoit au quotidien se racontent trop d'histoires ou veulent raconter une belle histoire, notamment parce qu'ils doivent lever des fonds, C'est comme ça qu'aujourd'hui ça fonctionne. Il n'y a pas que vendre des produits, il faut lever des fonds pour se développer. Est-ce que finalement il ne ferait pas mieux de dire je veux gagner de l'argent, point, c'est tout? Est-ce que cette histoire les dépasse pas de temps en temps, ce storytelling obligatoire? Gagner de l'argent ou autre chose, on peut avoir plein d'ambitions différentes dans la vie, mais c'est vrai que l'idée de changer le monde me fatigue un peu. En plus, changer le monde par rapport à quoi? On peut changer le monde en pire. Et s'il y a une leçon du livre, c'est qu'à force de vouloir changer le monde, le héros se prend le monde dans la figure, et une réalité qu'il avait peut-être mal analysée, qui finit par se transformer en un obstacle insurmontable. Et donc, il y a une forme d'hubris qui est valorisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir être super génial, super héros extraordinaire. Et finalement, dans toutes les valeurs morales de toutes les grandes philosophies, de toutes les grandes religions, l'hubris, c'est quelque chose de condamnable. Donc, cette morale-là de l'hyper-égo je la trouve un peu fatigante. Oui. Mais vous, Gaspard Koenig, parce que finalement, dans le livre, on se demande qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Vous avez été dans un mouvement très libéral. Aujourd'hui, quand même, dans votre livre, vous dites changer le monde. On a besoin de changer le monde, on a besoin d'éviter que la planète brûle. On a besoin quand même, tous ces gamins, ils ont quand même peut-être
au fond d'eux-mêmes une vraie conviction et le sentiment qu'effectivement on ne peut pas continuer comme on le fait et qu'il faut trouver des solutions technologiques innovantes pour faire autrement. Et vous, du coup, vous êtes de quel côté? Des libéraux, parce que finalement c'est un système assez libéral, le fonctionnement du marché. Vous êtes du côté des néo-ruraux que vous décrivez, des écolos. Vous êtes qui aujourd'hui? Mais vous dites changer le monde avec des solutions technologiques innovantes, mais pas forcément. Peut-être que le retour à la terre pour vous? Non, mais ça peut faire partie des techniques. Peut-être que pour régénérer les sols, il vaut mieux se passer de solutions techniques innovantes. Les vers de terre, d'où les vers de terre. Et laisser faire nos vers de terre, qui sont les produits de centaines de millions d'années d'évolution naturelle et qui sont en eux-mêmes des innovations technologiques absolument extraordinaires. Qui font l'objet d'une start-up dans le livre. Exactement, et donc le livre imagine... Et justement, d'ailleurs, le héros, au début, il veut faire du vermicompostage, qui est un truc assez classique, qui est quelque chose dont on va avoir besoin d'ailleurs, puisqu'il y a une loi qui arrive en janvier 2024 qui oblige à trier les déchets organiques, et c'est très bien, et on est très très loin de sa mise en œuvre. Et donc ça c'est low-tech, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à lever des fonds au début. Parce qu'on lui dit, ah non, mais il nous faut quelque chose de plus excitant, on ne peut pas mettre un peu d'IA là-dedans, c'est ça, mais un peu d'IA. pour calculer le nombre de vers de terre, pour qu'il y ait un peu d'automatisation. Et donc il a du mal à convaincre la BPI pour cette raison. Parce que c'est trop low-tech, c'est trop modeste en fait. Et peut-être que la leçon du livre, c'est que ça aurait dû rester modeste. Donc maintenant vous êtes slow life et low-tech. Moi, si j'ai écrit un roman et pas un essai, c'est précisément parce que je suis en cheminement sur ces questions-là. Et que je ne juge pas les options de mes deux personnages, mais je les essaye. Et sinon, j'aurais écrit, si j'avais une réponse définitive, j'aurais écrit un essai. Et quelque part, c'est plus honnête là, d'ouvrir les possibles, mais de montrer très concrètement leurs impasses, leurs ambiguïtés, les problèmes que chacune de ces options pose, de se poser la question si elles sont compatibles ou pas, qui se reflètent dans le livre sur l'amitié impossible ou non entre des héros dont les convictions deviennent divergentes et les modes de vie paradoxaux. Justement, qu'est-ce que vous voulez faire demain? Vous voulez continuer d'écrire des romans pour participer au débat public de cette manière-là? Vous voulez plus rentrer dans le débat d'idées sur les plateaux télé face à LFI, face aux écologistes? Ou face aux électeurs, C'est par le roman que maintenant vous voulez participer au débat d'idées? Le débat d'idées, moi je continue à le nourrir, je pense. Je continue à écrire des articles. Regardez, je suis en plateau aujourd'hui et je serais ravi de débattre avec des écologistes parce que je pense d'ailleurs que l'écologie a oublié son fondement politique qui est la décentralisation et que les écologistes se mettent à adorer la planification est quelque chose de tout à fait bizarre et paradoxal. Vous voyez par exemple ce genre de sujet, je serais ravi d'en débattre avec eux. Mais il est vrai que pour les années qui viennent, je trouve que d'abord le roman est plus créatif. Et ça m'a fait un plaisir fou de revenir au roman par lequel j'avais commencé. Et quelque part, il permet aussi de ne pas nier la complexité du monde. Et je finis par trouver un peu facile, en fait, d'avoir une idée et de la défendre, de faire la liste des objections possibles, la liste des contre-arguments. Oui. On finit toujours par se blinder, on finit toujours par y arriver, par exercer une certaine logique autoréalisatrice. Le roman a une forme on va continuer à explorer des questions de société, à faire débat. Là, je trouve d'ailleurs que finalement, il a eu plus d'impact pour mettre en valeur les lombriques que l'aurait fait un essai sur le ver de terre qui aurait peut-être moins attiré le lecteur. Mais sans thèse définitive, mais au fond, n'est-ce pas ça l'essence du libéralisme, de ne pas avoir de thèse définitive? Vous êtes prêt à changer? Et de continuer à penser contre soi-même. Et je trouve terrible les gens qui restent enfermés dans un sillon de pensée et qui n'en sortent pas pendant 30 ou 40 ans. Voilà, le livre du doute de Gaspard Koenig, c'est Humus. Doute politique, philosophique, métaphysique. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Moi, je suis aux 2 tiers. Je vais finir le tiers qui me reste. Apparemment, ça finit mal. Enfin, je ne vais pas vous spoiler, mais non. Ne spoilez pas, alors. Le tout dernier chapitre est pour moi très positif. Bon. Voilà. Merci. Dans un instant, c'est le débrief. Le débrief. Merci beaucoup, Gaspard Koenig, d'avoir été avec nous. Vous lisez Humus en écoutant, en replay un podcast BFM Business. C'est comme ça que ça se déguste.